Les enjeux de la dénonciation sont importants parce que souvent, les intervenants, principalement, je vais passer dans les services sociaux, dans les services de santé qui vont à domicile depuis un certain temps, ou même le médecin qui voit un patient depuis un certain temps. Donc, les intervenants vont souvent avoir tout d'un coup un petit doute, hein, une espèce d'aspect qui leur semble un peu plus suspect, et de se dire, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un peu de maltraitance, soit de la violence ou de la négligence? Et à partir de quel moment on commence à documenter la situation? À partir de quel moment on passe donc à cette espèce d'émotion ou de sentiment qui est absolument désagréable et de bien monter nos éléments pour se dire, ça me prend des faits. Il faut que je travaille pour documenter ma situation. Et les intervenants sont souvent un peu mal à l'aise. Donc, il faut leur montrer à soit utiliser des outils d'intervention qui sont là, qui sont à leur service pour poser un certain nombre de questions de dépistage, ou encore même sans outils, comment amener la personne à se confier, donc dans une relation de confiance, pour qu'éventuellement, le chat puisse sortir du sac. Donc, on soit plus certain qu'il y a éventuellement une situation de maltraitance avec laquelle on va travailler. Parler de dénonciation, c'est toujours un peu délicat aussi, parce que des provinces vont avoir des lois de protection, d'autres en auront pas. Je regarde au Québec, quand on parle de dénonciation, souvent les intervenants vont me dire « mais à qui je dénonce? » Et c'est toute la question de la prise en charge. Et actuellement, c'est par les services de santé, des services sociaux. Il faut quand même se rendre compte que c'est un minimum de situations qui vont effectivement être dénoncées à la police et dans lequel il va y avoir une enquête en bonne et due forme. Ça ne veut pas dire que la police n'est pas un partenaire. La police peut être un partenaire parce qu'il peut y avoir toute une éducation de la part de la police, un soutien de la part de la police. Mais il ne faut pas penser que l'idée de dévoiler ou de dénoncer nous amène nécessairement en cours. En fait, il y a très peu de cas qui se rendent jusque devant les tribunaux. La question de la communication avec les personnes âgées est au cœur aussi. On peut faire un lien encore avec l'agisme ici. Comment on s'adresse avec une personne âgée? Comment on développe une relation de confiance? Et comment on ose effectivement poser les questions. Et on a des surprises. Hein? Et je pense que les surprises qu'on peut avoir, c'est qu'en général, la personne ne va pas dévoiler d'emblée qu'elle est maltraitée. S'il y a une relation de confiance qui s'est créée, finalement, ça va sortir en douceur. Et quand ça commence à sortir et que le lien de confiance est là, les intervenants vont dire que s'ils arrivent à poser des questions assez directes et qui ne sont pas menaçantes, ils vont avoir de très grands dévoilements et les choses vont être bien documentées. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'adresser les choses. Évidemment, il faut y aller avec doigté. C'est pas les questions qui se posent la première fois. Peut-être que dans des urgences d'hôpitaux ou dans des urgences gériatriques, on doit poser la question plus rapidement parce que la personne arrive, en particulier quand ils ont des marques sur le corps, il faut investiguer. Mais dans d'autres genres de situations, je pense qu'il faut y aller en douceur, mais de façon directe. Il ne faut pas non plus essayer de noyer la situation. Il y a un problème, il faut le nommer. Et il faut y aller sur des questions qui sont spécifiques. On ne posera pas les mêmes questions dans des cas de négligence que dans des cas de maltraitance de type matériel ou financier ou dans des cas de violence psychologique. Ah, l'agisme, c'est un concept qui est absolument intéressant parce que souvent on fait le parallèle avec soit le sexisme ou le racisme. Il y a une grosse différence. Les gens ne changeront pas de race ou de groupe ethnique. Par contre, on vieillit tous. Donc, le rapport à l'agisme est un rapport intéressant parce que c'est à la fois un rapport à quelque chose qui nous semble très distant, très en dehors de nous, alors que dans les faits, c'est un rapport à nous-mêmes. C'est nous-mêmes dans un processus de vie parce que personne n'y échappe. À chaque jour, on est un peu plus âgé que la veille. L'agisme est relativement bien intégré dans nos différents systèmes. On n'a qu'à penser qui on voit dans les médias qui représentent des personnes âgées. C'est en général des gens très en forme, plutôt des jeunes vieux que des vieux vieux. Très beau. Effectivement, très beau. Alors que dans les faits, il y a toutes sortes de façons de devenir une personne âgée. Et évidemment, on souhaite tous avoir un vieillissement dans lequel on est en forme, et dans lequel on est actif et tout ça. Mais il y a aussi des enjeux par rapport à la perte d'autonomie, puisque ça représente d'être une personne âgée.
L'AGIS va faire en sorte que le travail auprès des personnes âgées, c'est pas nécessairement celui qui est le plus intéressant chez nos jeunes en formation dans les universités. Quand on regarde nos étudiants en service social et qu'on leur demande dans quel secteur ils veulent travailler, la plupart vont dire enfance-famille. Ah ouais, les enfants, voilà. Chose de la jeunesse, surtout. Tout à fait. Je regarde du côté de mes collègues en médecine. Il y a des bourses au Québec qui sont offertes pour faire une spécialisation en gériatrie. Il y a certaines années, ils réussissent même pas à donner la bourse parce que personne ne veut faire la spécialisation en gériatrie. Donc, on a encore tout un travail à faire pour que les gens prennent conscience que, on est dans un Canada vieillissant, très vieillissant rapidement, et que les pratiques de demain, et même déjà certaines pratiques d'aujourd'hui, c'est des pratiques auprès des personnes âgées. Les urgences d'hôpitaux, c'est majoritairement des personnes âgées, donc et il y a un paquet de services comme ça dans lesquels les aînés sont là. Si on n'a pas cette représentation-là ou cet intérêt pour les personnes âgées, le risque, c'est qu'on va se retrouver avec des situations de maltraitance qui vont peut-être être sous-évaluées ou sous-dépistées parce que c'est peut-être moins intéressant ou on se dit « Ah, c'est des choses de personnes âgées » ou c'est des choses de l'ordre du privé. Et là-dessus, on est peut-être dans les mêmes questions qu'on se posait il y a peut-être 30 ans, 40 ans en violence conjugale où on se posait la question de savoir est-ce que c'est un problème social ou un problème privé. Et pour certains, je pense que la maltraitance envers les aînés, c'est encore un peu dans la sphère du privé, alors qu'on a compris il y a longtemps en violence conjugale que c'est un problème social, donc c'est dans la sphère du public. Donc oui, l'agisme est itinérant et on a beaucoup de travail à faire pour que les gens comprennent les différences entre le vieillissement normal, le vieillissement pathologique. Je m'amuse souvent quand je donne la formation à poser la question, est-ce que la maladie d'Alzheimer est quelque chose qui fait partie du vieillissement normal ou du vieillissement pathologique? Et ma surprise, c'est de me rendre compte qu'une majorité des gens trouvent que ça fait partie du vieillissement normal. Ça fait peur. Si on commençait sur la communication entre les différentes organisations, dans les dernières années, ce qu'on se rend compte qui fonctionne bien dans les interventions en maltraitance, c'est quand les différents organismes sont capables de travailler dans une approche collaborative. Voilà. Il y a des moyens de favoriser ça. Ça prend évidemment un leadership, une organisation qui est probablement plus porteur du dossier, mais ça prend aussi des partenaires de différents milieux. Donc, on appelle de plus en plus les organisations à développer des partenariats, soit par des protocoles plus formels d'entente, ou sinon par des pratiques où les intervenants vont avoir développé leur propre réseau. Ouais. Donc, on pense ici au réseau des services sociaux. On pense évidemment aux services policiers, tout ce qui s'appelle tutelle, curatelle, donc les services de protection des personnes âgées ou des protections des adultes de façon générale. Si on est dans un contexte québécois, on va penser à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, voilà. On va penser aux pompiers, on va penser aux policiers, aux ambulanciers, aux pharmaciens, aux différents aussi éléments dans la communauté. S'il y a de la popote roulante, donc des gens qui vont à domicile de façon régulière, on va aussi s'attarder à travailler avec des services d'aide aux victimes, parce que souvent on les oublie, mais dans un certain nombre de cas, on peut effectivement avoir des victimes d'actes criminels qui ont besoin d'être accompagnées. Donc ça, c'est un des grands enjeux pour moi. L'autre grand enjeu pour les intervenants, c'est aussi de leur apprendre comment être très à l'aise dans leur propre identité professionnelle. Comment je peux être un travailleur social solide dans ma posture, qui travaille avec un médecin qui est solide dans sa posture, qui travaille avec une infirmière qui est bien dans sa posture. Et on reste tous chacun dans notre profession, voilà. Mais on est capable de partager un regard qui va être transformé. C'est ça une collaboration interdisciplinaire, c'est de voir vraiment jusqu'où on est capable de dialoguer ensemble, puis d'arriver à quelque chose de meilleur et de plus organisé. Et ça, je pense qu'on a des beaux défis, pas juste en matière de maltraitance, dans tous les secteur, de bien former nos jeunes pour qu'ils se sentent dans une position confortable comme intervenants, puis après ça, dans une capacité de dialogue avec les autres.